Bonjour à tous, j'ai lu de nombreuses réactions suscitées par mes publications d'il y a 2 jours. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui ont aimé, partagé, se sont abonnées et m'ont adressé des mots d'encouragement. Votre accueil m'a profondément touchée. Je remercie également celles et ceux qui ont posé des questions, demandé des précisions. Je ne pourrai probablement pas répondre à chacun du tic au tac, mais je m'efforcerai toujours de répondre de manière globale à travers des vidéos qui nous permettront d'approfondir réellement des sujets. Quant à ceux qui ont exprimé des désaccords, je voudrais dire que je n'ai rien contre une race ou une couleur particulière parce que je partage profondément cette conviction de Robert Mangaliso Sobukwe. Et je cite, il n'existe qu'une seule race à laquelle nous appartenons tous, la race humaine. Fin de citation. Si quelqu'un aime les Noirs, eh bien, nous n'avons pas de problème avec cette personne. Ce sont les autres peuples qui ont commencé à nous stigmatiser en tant que Noirs. Et donc, souffrez que je réponde à ces gens dans le langage qu'ils comprennent. Je veux vous dire quelque chose. Ici aux États-Unis, l'esclave, c'est le mot anglais slave qui vient historiquement de slave parce qu'au Moyen Âge, beaucoup de peuples slaves, donc slaviques, furent réduits en esclavage en Europe. Il s'agissait des Polonais, des Russes, Ukrainiens, Biélorusses, des Tchèques, des Slovaques, Serbes, Croates, Slovènes, Bulgares, Bosniaques, etc. Il y avait ici aux USA, dans les colonies américaines, ce qu'on appelait indentured servants, donc des serviteurs sous contrat d'engagement qui étaient surtout des Européens pauvres venus travailler plusieurs années pour payer leur traversée ou une dette. Beaucoup venaient des îles britanniques, notamment d'Angleterre, d'Irlande, d'Écosse, mais aussi d'autres régions d'Europe comme d'Italie ou de la Pologne. La Library of Congress indique qu'entre un tiers et la moitié des Européens arrivés en Amérique coloniale sont venus comme indentured servants, donc des apprentis ou des condamnés. Donc, les Noirs n'étaient pas les seuls esclaves aux États-Unis. Dans certains indentured documents, donc ces contrats d'engagement, il y était écrit par exemple, un serviteur sous contrat ne doit s'absenter ni de jour ni de nuit de chez son maître. Il ne doit pas jouer ni contracter de mariage. Et nous sommes là autour de 1722 qu'on voyait encore des choses pareilles. Et pendant la Bacon's Rebellion en Virginie en 1676, des Blancs indentured, donc des Italiens, Polonais et autres, des serviteurs blancs sous contrat, et des esclaves noirs se sont révoltés ensemble contre les grands propriétaires terriens blancs. Ils ont brûlé des biens, incendié des plantations, fait du sabotage. Et Dr. Dorothy Roberts, elle relate dans le documentaire Stamped from the Beginning que la plus grande peur des maîtres blancs était justement de voir ces Européens pauvres et ces Africains réduits en esclavage former une alliance autour de leurs intérêts communs. Parce qu'en réalité, ils ne se considéraient pas comme blancs ou noirs. Ils étaient plus ou moins unis. Et cette unité était le cauchemar des maîtres blancs, leur Armageddon. Alors, les maîtres blancs ont commencé à dire aux esclaves blancs, pourquoi êtes-vous avec ces noirs? Eux sont noirs, vous êtes blancs. Et ils ont créé tout un système juridique pour donner aux esclaves blancs, indentured, des privilèges attachés au fait d'être blancs, tels que des logements. Donc des privilèges que les noirs ne pouvaient pas avoir. C'est ainsi qu'ici en Amérique, les catégories de race blanche et de race noire ont été politiquement et juridiquement fabriquées. Donc, ne vous offusquez pas si vite parce que j'ai mentionné la couleur de peau. Bref, je répondais à un incident très récent avec le Maroc et juste quelques mois auparavant, il y avait encore eu des incidents majeurs entre le Maroc et le Sénégal lors de la finale de la CAN le 18 janvier dernier, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat au Maroc. Il y a eu des incidents lors de ce match, des violences dans les tribunes et des suites judiciaires parmi lesquelles le Sénégal qui avait remporté le match 1-0 a même été sanctionné sur tapis vert quelques mois plus tard par la CAF en raison de son refus de jouer pendant la rencontre. Moi-même qui vous parle, je connais personnellement des gens qui ont perdu des enfants étudiants au Maroc suite au mépris manifesté à leur endroit sans raison apparente. Il y a aussi eu une vaste controverse culturelle et diplomatique en 2023. La polémique était née d'une exposition du Musée national des antiquités de Leyde aux Pays-Bas qui mettait en scène
Beyoncé et Rihanna habillées en reines égyptiennes, notamment Nefertiti, dans le but de souligner l'influence de l'Égypte antique sur la culture afro-américaine. En réponse, les autorités égyptiennes et les experts locaux avaient vivement réagi en accusant le musée de falsification historique et d'afrocentrisme. Les médias et officiels égyptiens avaient rappelé que la civilisation pharaonique fait partie de l'histoire méditerranéenne et nord-africaine, pas africaine, rejetant l'idée que les figures de l'Égypte antique puissent être assimilées à la culture noire américaine. Suite à cela, l'Égypte avait même banni les archéologues de ce musée néerlandais de certains de ces sites de fouilles. Donc, les exemples sont légion. Pour ce qui est de la Coupe du Monde, vous avez le plein droit de défendre votre patrie, mais cela ne vous autorise pas à ajouter le dénigrement pour les Africains noirs. Non, c'est à cela que je m'attaque. Personnellement, je ne suis pas fan du football du tout. Mon mari, oui. À ceux qui m'ont dit qu'ils sont maghrébins et aiment l'Afrique. Si réellement vous nous aimez, alors rejoignez la lutte pour la défense de la race humaine qui comprend les Noirs. Vous savez, Martin Luther King Jr. disait ici, je cite, « En fin de compte, l'on se souviendra non des paroles de nos ennemis, mais du silence de nos amis. » C'est donc pas la peine de venir m'insulter, on a été suffisamment dupés. Si vous nous aimez, défendez-nous aussi. Ici, il y a un blanc, un Américain qui s'appelle Tim Wise, qui organise des séminaires pour défendre la cause des Noirs et déconstruire toutes les faussetés que la violence blanche a fait subir à cette couche sociale. Donc, faites la même chose. Je parle pour l'avenir de mes enfants. Nous, on a en Afrique noire nos propres problèmes d'afrophobie que j'aborderai plus tard. Donc, je répète que comme Robert Mangaliso Sobukwe, il n'existe qu'une seule race à laquelle nous appartenons tous, la race humaine. Ce qui m'amène donc à expliquer la démarche intellectuelle qui guidera nos échanges. Dans son livre Ignorance, How It Drives Science, que l'on pourrait traduire par l'ignorance, comment elle fait avancer la science, le neuroscientifique Stuart Feinstein explique que le véritable travail scientifique ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances ou à trouver des réponses. Ce travail consiste surtout à identifier ce que nous ne savons pas encore et à formuler de meilleures questions. Feinstein distingue ce qu'il appelle, lui, willful stupidity, donc la stupidité volontaire, qu'il distingue de la knowledgeable ignorance, que l'on peut traduire par ignorance informée ou ignorance éclairée. Selon lui, la stupidité volontaire consiste à s'accrocher à ses croyances, à ses affirmations ou à ses pratiques, même lorsque les preuves disponibles les contredisent. C'est refuser de voir ce que les faits nous obligent pourtant à reconnaître. Feinstein donne dans son livre des exemples de grands chercheurs qui ont contribué à la connaissance mondiale précisément parce qu'ils étaient capables de reconnaître les limites de leur propre savoir. Donc, toutes les formes d'ignorance ne se valent pas. L'ignorance éclairée consiste à rechercher activement ce que nous ne savons pas encore. Elle est informée, réfléchie et basée sur la recherche. Elle ne consiste pas simplement à dire « je ne sais pas » ou « tu ne sais rien ». Elle consiste à pouvoir dire « voilà ce que nous savons, voilà ce que je ne sais pas encore, et voilà également ce que la communauté des chercheurs n'a pas encore réussi à comprendre. » Feinstein, qui tentait d'enregistrer la réponse électrique d'une cellule du système olfactif après l'avoir exposée à une quantité infime d'odeur, explique comment cette expérience lui aurait permis de faire une découverte. Ce qui l'a impressionné le plus ne fut pas seulement la réponse obtenue. C'était toutes les nouvelles questions que cette découverte venait d'ouvrir. Il déclara, je cite, « Contrairement à ce que je pensais, la grande joie de la science ne réside pas dans ces rares moments de découverte où l'on s'écrit Eureka, mais dans les vistas, c'est-à-dire les vastes perspectives, les horizons de questions qui s'ouvrent grâce à ces découvertes. » Et en traduisant ces propos en français, je tiens à conserver ici le mot vista qui signifie
vaste perspective au horizon parce qu'il évoque l'image d'un paysage immense qui s'ouvre soudainement devant nous. Une découverte ne ferme donc pas nécessairement une question. Elle peut au contraire ouvrir une nouvelle vista, un nouvel horizon de recherche et de réflexion. Cette conception de l'ignorance oblige aussi à redéfinir ce que signifie être un expert. Être expert, ce n'est pas avoir réponse à tout. C'est peut-être être capable de distinguer ce qui est établi de ce qui ne l'est pas encore. C'est reconnaître honnêtement les limites de son propre savoir. Et c'est surtout être capable de formuler des questions suffisamment fortes et fécondes pour faire avancer la connaissance, pas de questions inutiles. C'est ainsi que l'on avance de façon rigoureuse et je ne pense pas que le progrès soit le fruit du hasard. Cette idée rejoint également le premier chapitre d'un de mes meilleurs livres, How Scholars Write, Comment écrivent les intellectuels, d'Aaron Ritzenberg et Sue Mendelssohn. Et le premier chapitre intitulé La poursuite de l'ignorance montre que la recherche ne consiste pas à rester enfermé dans des certitudes, à défendre obstinément une conclusion décidée à l'avance ou à s'accrocher à des dogmes. Elle consiste à lire, à vérifier, à confronter les idées aux faits, à se corriger et parfois à accepter de changer d'avis. Je ne viendrai donc pas ici en prétendant tout savoir. Je viendrai avec mes lectures, mes recherches et mes convictions, mais aussi avec la volonté de les confronter aux faits et aux questions que vous souleverez. Je vous dirai dans les limites de ma connaissance ce qui est établi, ce qui reste discuté et ce que je ne sais pas encore. Car penser sérieusement, ce n'est pas avoir toujours raison. C'est aussi reconnaître son ignorance et savoir quelle question peut ouvrir une nouvelle vista, un nouvel horizon de connaissances. Dans cet esprit de vista, ma prochaine vidéo tentera de répondre à l'une des grandes questions soulevées sous mes vidéos précédentes, qui est: si nous voulons réellement réimaginer l'Afrique, quel type de citoyen devons-nous devenir? À suivre dans la prochaine vidéo. Je suis Edwige ici. Bienvenue dans Reimagining Africa.